Il y a 3 mois, il aurait été nécessaire de présenter Majed Bamia, diplomate du ministère des Affaires étrangères palestinien. Je crois qu'aujourd'hui, c'est plus vraiment nécessaire parce que il a été une des principales voix palestiniennes pendant cette tragédie de cet été. Et même une voix assez redoutable parce que quelques-uns des propagandistes d'Israël en ont fait les frais de manière assez spectaculaire, en tout cas pour tous ceux qui suivent un peu l'actualité sur Facebook et sur Internet en général, sur YouTube. Voilà. Donc, je ne vais pas longuement présenter Majed, dire qu'on ne pouvait en tout cas pas manquer son passage à Paris pour profiter d'un moment de réflexion. Évidemment, on va revenir sur ces 52 jours de guerre, ou plutôt de massacre, pour les appeler par leur nom, et y compris d'ailleurs parce que ça reste un sujet de débat, ça me frappe, sur le sens de la stratégie israélienne dans cette affaire, et d'ailleurs aussi, pour dire les choses franchement, le sens de celle du Hamas. C'est-à-dire comment interpréter ces événements. Mais je crois que ce qui va surtout, enfin me semble-t-il, intéresser nos amis ici présents, c'est de savoir où on va. Quelle est la stratégie de l'autorité palestinienne, de Mahmoud Abbas en particulier, après Gaza. Alors il y a la négociation qui doit reprendre sur le cessez-le-feu, mais au-delà, on parle beaucoup d'une initiative diplomatique à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies dans quelques jours. Je crois que Mahmoud Abbas est abonné à la date du 20 ou 21 ou 22 septembre depuis plusieurs années. C'est une date donc peut-être importante pour cette année. Il y aura aussi beaucoup de questions. Je ne vais pas toutes les poser puisque vous êtes là pour le faire. Mais bon, par exemple, est-ce que ce gouvernement d'union nationale palestinien mis en place au printemps va tenir? Est-ce qu'il a tenu? Est-ce qu'il va tenir? Les sondages qui sont extrêmement favorables au Hamas, y compris en Cisjordanie, où il recueille les fruits de sa résistance dans l'opinion palestinienne, est-ce qu'ils ne vont pas, pour le dire d'une manière un peu cavalière, monter à la tête des dirigeants du Hamas au point de remettre en cause l'accord d'union, qui était, me semble-t-il, un acquis extrêmement important? On a même parlé ici ou là de tentatives de coup d'État. J'ai cru voir cette formule. Autre question qui a beaucoup agité l'opinion, enfin opinion intéressée, disons, française, les militants, c'est l'affaire de la Cour pénale internationale. On a eu un peu du mal à suivre qui avait ou non fait les démarches. Est-ce que ces démarches pouvaient aboutir? On a cru voir que le Hamas s'était rallié vers la fin août à cette éventualité d'aller signer le statut de Rome de la CPI pour pouvoir poursuivre Israël pour ses crimes de guerre et pour ses crimes contre l'humanité. Il y a aussi une question qui a beaucoup occupé les militants, enfin moi aussi ça m'a beaucoup occupé, qui est le décalage sans doute le plus fort qu'on ait eu dans des périodes de conflits comme celle-là, entre les gouvernements, je mets à part ceux d'Amérique latine, qui ont tous retiré leur, ou presque tous, sauf la Colombie, retiré leur ambassadeur d'Israël, mais disons la plupart des gouvernements, notamment occidentaux, très alignés, au moins dans la première partie de la guerre, sur les positions israéliennes, et puis une opinion qui, elle, s'est manifestée avec beaucoup de force, et pas qu'en France. Je veux dire, c'est, à ma connaissance, la première fois qu'en plein été, au mois de juillet, au mois d'août, il y a
des manifestations aussi importantes à Londres, à Toronto, à Sydney, y compris, bon, évidemment en France. Donc ce décalage-là pose problème et mérite d'être peut-être faire l'objet d'une réflexion aussi pour l'autorité palestinienne, pour ce qui dépend d'elle en tout cas, pour l'État de Palestine. Voilà. Donc, beaucoup de questions, on y viendra tout à l'heure. Je ne veux pas être plus long que cela. Donc, la règle du jeu que tu connais, c'est une présentation de 15-20 minutes. Et ensuite, on donne la parole à nos amis pour te cuisiner un peu plus. Moi, je n'ai fait que fournir un petit hors-d'œuvre. Donc à toi, Majed. Merci beaucoup, Dominique. Merci beaucoup pour l'invitation aussi. C'est toujours un plaisir de venir à l'EREMO. Et puis, merci à tous ceux qui ont fait le déplacement. Et merci pour ces questions tout à fait simples, tout à fait faciles et qui nous permettent une véritable entrée en matière. Je dois dire que mon job était beaucoup plus simple pendant l'agression. Les messages étaient clairs, la situation était claire. Nous savions quelles étaient nos responsabilités. Et il y aurait peut-être une tentation chez beaucoup de gens de penser que maintenant on peut prendre notre temps. À la fois en Palestine, prendre notre temps pour revenir à de la division, prendre notre temps pour réfléchir et envisager la reconstruction de Gaza, prendre notre temps pour savoir est-ce qu'on revient à des négociations ou on ne revient pas à des négociations. Et puis peut-être des gens dans le mouvement de solidarité qui ont approché le mouvement de solidarité qui maintenant pensent qu'ils peuvent prendre leur temps et peut-être faire d'autres choses ou qu'il y a des sujets plus urgents. Il y a urgence. La situation à Gaza est catastrophique. Le siège qui continue à être imposé aujourd'hui rend impossible toute reconstruction. Et ça veut dire que l'agression continue d'une autre manière. Et puis il y a urgence politique. Si nous acceptons une déliquescence politique palestinienne, c'est donner un blanc-seing à la puissance occupante pour qu'elle joue sur la scène intérieure palestinienne, pour qu'elle continue ses exactions. Et c'est aussi donner un prétexte à tous ceux qui n'ont pas envie d'agir. À l'international, on va vous dire, mais regardez la situation interne palestinienne. On va vous dire, il y a des sujets plus urgents. Je n'ai pas connaissance de beaucoup de présidents ou de chefs de gouvernement qui ont fait le déplacement à Gaza pendant l'agression. Ailleurs, on voit des gens se mobiliser avec force et porter un message fort en étant présents sur place. Et donc, nous devons, nous, assumer nos responsabilités intérieurement pour qu'on puisse faire en sorte que le reste du monde assume ses responsabilités. Pendant cette agression et cette guerre terrible et ces massacres qui ont duré 50 jours, donc ce n'est pas un jour, ce n'est pas 10, ce n'est pas 20, pendant 50 jours, vous n'avez pas eu de réaction digne de ce nom de n'importe qui. Et que les Palestiniens ont été abandonnés, sauf par les peuples, et tu as bien raison de le rappeler, ça a été très important pour nous, et politiquement, et aussi moralement, je dois dire. Pendant ces 50 jours de bombardement, on a dû se poser la question, comment 8 ans de siège ont été possibles? Ce n'est pas seulement 50 jours de bombardement, il y a 8 ans de siège avant. Comment toutes ces décennies d'occupation militaire ont été possibles? Comment depuis 65 ans ce déni de droit est possible? Et ça doit nous faire réfléchir aussi sur les méthodes que nous adoptons. C'est-à-dire, je blâme le monde, et je pense que j'ai bien raison, et les Palestiniens ont bien raison. Mais je pense aussi que ça doit nous interpeller, nous. Ça doit nous interpeller sur le fait qu'on ne peut pas continuer comme ça. Qu'il faut trouver la parade, il faut trouver le moyen. Et ça doit interpeller le mouvement de solidarité. Et ça doit interpeller tous ceux qui s'intéressent à la Palestine. Et je pense qu'il y a un précédent historique qui va nous éclairer, si tu me permets de revenir un peu en arrière. C'est une autre guerre qui a duré 88 jours. On parle souvent de celle-ci comme étant la plus longue agression contre le peuple palestinien. Il y en a eu une plus longue, mais elle ne s'est pas passée en Palestine, elle s'est passée à Beyrouth. Pendant 88 jours, Beyrouth a été assiégée et bombardée. Et c'était la même idée chez les Israéliens, c'était de tuer à vie la volonté de résistance chez les Palestiniens. C'était d'exterminer la résistance du cœur et de l'esprit des Palestiniens. Et c'était aussi interdire aux Palestiniens de continuer à nouer des relations internationales, leur interdire de pouvoir s'engager internationalement pour isoler Israël. Dans les situations de guerre, Israël est toujours plus confortable. Elle pense qu'il y a une réaction naturelle chez le monde occidental qui est de s'aligner avec elle. La sécurité d'Israël est menacée. Tant que la sécurité d'Israël est menacée, nous n'avons pas le droit de réfléchir.
C'est à peu près ça. On devient idiot. Et moi, j'ai été terrifié par les premières déclarations européennes. J'ai travaillé 5 ans à Bruxelles. Je suis bien placé pour savoir ce que veut dire le compromis européen. Mais là, on est allé au-delà du compromis. Vous devez vous dire que l'Union européenne a condamné les roquettes au bout d'1 heure et qu'il lui a fallu 3 semaines pour condamner les morts palestiniens. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que 28 États, il n'y a pas eu un seul pour cogner du poing sur la table et dire c'est pas possible. C'est se ridiculiser. Ça n'a rien à voir avec la réalité sur le terrain. Ça ne veut pas dire qu'il y a un État qui a empêché. Ça veut dire que 28 États, pas un seul n'a été capable de faire en sorte que la déclaration ne sorte pas dans ce sens-là. Et au bout de 3 semaines, les déclarations ont été meilleures. On a eu droit à une condamnation de la perte de vie des Palestiniens. Pas du meurtre. On a perdu la vie. On marchait et en route, on a perdu la vie. Personne n'était responsable. Dans ce texte, il n'y a pas une condamnation d'Israël. Il y a une condamnation pour la perte de vie des civils palestiniens. Alors que pour les roquettes, vous pouvez être sûr qu'on a le Hamas cité à chaque reprise. Et donc, pour nous, c'était ahurissant. Les déclarations se sont encore améliorées un peu après. Mais je veux dire, pour nous, ça doit nous interpeller sur le fait, cette capacité d'Israël, à chaque fois qu'il est dans une situation d'isolement en raison de son attitude, donc qui est complètement justifiée, il est prêt à renverser la table et il y arrive à chaque fois. Et donc, ça veut dire qu'on doit, nous, arrêter d'essayer d'en appeler aux bonnes consciences, à la gentillesse des gouvernants, parfois la gentillesse d'Israël, parfois la gentillesse des Européens, parfois la gentillesse des Américains. Ça ne marche pas. À chaque fois, ils se font avoir. Au bout de 9 mois de négociations, le monde entier a dit que c'était Israël qui avait empêché la réalisation de la paix. Tout le monde. Et tout le monde nous a soutenus sur le fait que nous étions sérieux et eux n'étaient pas sérieux. Et on a commencé à parler de mesures contre la colonisation. La coalition israélienne était en perte de vitesse. Lieberman a dissocié son parti du parti de Netanyahou. Et nous faisions le gouvernement d'unité nationale. Et tout à coup, les étoiles avaient l'air alignées. On se disait, voilà, ça a pris du temps, mais on est en train de construire une situation. Ça nous a pris des années où le monde entier se rend compte qu'il faut l'unité des Palestiniens et que le problème, c'est l'unité israélienne autour de la colonisation et de l'occupation. Et que le monde allait enfin blâmer la partie israélienne et prendre des mesures. Les premières mesures contre la colonisation seraient annonciatrices d'une transformation. Et puis les Israéliens nous ont répondu de la seule manière qu'ils connaissaient, en bombardant tout cet édifice minutieusement préparé. Mais alors nous ne sommes pas au Liban, où les Israéliens avaient réussi à nous expulser jusqu'à la Tunisie, où la résistance palestinienne n'avait plus aucune chance de résurrection, puisque nous n'avions plus de frontières communes avec la Palestine pour combattre militairement. Et le génie de Yasser Arafat, c'était d'avoir compris cette donnée et d'avoir refusé de quitter le Liban tant qu'il n'avait pas obtenu des acquis politiques, dont le plus important était la reconnaissance. Le fait que l'OLP serait l'interlocuteur, le fait que la Palestine ne serait pas exclue de futures négociations de paix, le fait que l'Europe commencerait à avoir des relations avec l'Organisation de libération de la Palestine, et sur la base d'une déclaration qui avait précédé de 2 ans, qui était la déclaration de Venise européenne qui reconnaissait les droits des Palestiniens, un dialogue stratégique allait s'instaurer avec les Européens, publiquement, avec les Américains, secrètement. Le problème, cette fois-ci, c'est quels sont ces acquis politiques. On a payé 2100 morts, 10 000 blessés, 600 000 déplacés. Le problème de cette lecture, c'est que je pense que le Hamas fait la même lecture que nous en 1982. Il se dit qu'il doit obtenir quelque chose. Mais il fait un certain nombre d'erreurs. Et vous inquiétez pas, je vous parlerai des erreurs de l'OLP juste derrière. Parce que je pense qu'on vous doit cette honnêteté-là. Sur le Hamas, sa lecture erronée vient du fait que l'Organisation de libération de la Palestine n'avait pas de concurrents. Et il y a eu des tentatives régionales pour créer des concurrents, complètement échouées, et puis des tentatives israéliennes de créer un concurrent interne en Palestine pour marginaliser l'OLP. Et ça a échoué parce que ceux en interne qui étaient sollicités ont décidé de se rallier à l'Organisation de libération de la Palestine. La deuxième erreur qui est faite dans la lecture du Hamas, c'est de confondre les intérêts du Hamas avec les intérêts de la Palestine. C'est-à-dire que nous, ce qu'on cherchait à ce moment-là, c'était la reconnaissance des droits des Palestiniens et la reconnaissance de la Palestine via l'OLP. Aujourd'hui, cette reconnaissance des droits des Palestiniens existe. Et la reconnaissance de l'OLP existe. Donc il s'agit juste de substituer une force à une autre. La troisième erreur que fait la Hamas, c'est de n'avoir rien appris à toutes les erreurs que nous avons commises. Notre objectif, c'était d'engager le grand dialogue avec les États-Unis. Leur grand objectif aujourd'hui est peut-être d'instaurer ce même dialogue avec les États-Unis.
Notre grand objectif, c'était de parvenir à des négociations où on s'imposerait à la partie israélienne, et donc des négociations directes. Peut-être qu'eux envisagent des négociations directes, c'est ce que certains leaders pensent. Mais au bout de 30 ans de dialogue avec les États-Unis et 20 ans de dialogue avec Israël, je n'ai pas l'impression que nous ayons particulièrement réussi pour que quelqu'un se décide à refaire le même chemin une nouvelle fois. L'erreur que fait l'Organisation de libération de la Palestine, c'est de ne pas comprendre que cette division est une plaie ouverte avec laquelle Israël continuera à jouer et que le Hamas doit donc trouver toute sa place dans la représentation palestinienne. Il y a droit. La deuxième erreur que nous faisons, c'est de ne pas, nous aussi, tirer les conclusions de 30 ans. Et donc d'envisager de nouveau la voie des négociations et d'envisager une autre voie, celle que vous avez évoquée, pour servir les négociations. L'autre voie, qui est l'initiative palestinienne à l'ONU, son idée est la suivante. Nous sommes prêts à revenir à des négociations, mais il nous faut une date limite, qui serait la date de péremption de l'occupation. Et donc, que cette date limite doit avoir des conséquences cette fois-ci. C'est une bonne idée. Je dois dire que c'est une bonne idée de dire qu'il y a un seuil qu'on ne peut plus dépasser et qu'à partir de ce seuil-là, si Israël n'est pas capable de négocier, il faut que les États prennent leurs responsabilités. Entre autres, à travers une reconnaissance bilatérale de l'État de Palestine, entre autres avec des mesures contre la puissance occupante israélienne. Et donc, cette idée est intéressante, mais le problème, c'est qu'elle doit être accompagnée d'un certain nombre de conditions pour qu'elle puisse réussir. Il y a eu d'autres fois où on a parlé d'une date limite, et elle n'a pas été respectée. Donc il faut qu'il soit clair, au moins côté palestinien, qu'est-ce qu'on fait une fois cette date limite est atteinte, et qu'est-ce qu'on fait de maintenant à cette date limite pour s'assurer que la puissance occupante soit obligée de mettre fin à son occupation. Elle demande à l'international que nous soyons très actifs pour qu'il y ait une coalition de volonté et de mesures concrètes qui seraient adoptées par cette coalition si on voit qu'à partir d'aujourd'hui, pas en attendant les 3 ans, à partir d'aujourd'hui, si au bout d'une semaine, de 10 jours, d'un mois, Israël continue la colonisation, des mesures immédiates seraient adoptées, puisque c'est une date d'expiration. Donc si on ne va pas vers la fin de l'occupation, mais vers un enracissement de l'occupation, il ne faut pas attendre pour tirer les conclusions. Il ne fallait pas attendre 9 mois pour se rendre compte que Netanyahou n'allait pas négocier. Cette perte de temps qui ne profite qu'à la colonisation, nous on dit Israël perd du temps et gagne du terrain. Et donc nous devons faire en sorte qu'Israël paye le prix de chaque seconde où elle ne recule pas son occupation jusqu'à y mettre un terme définitif. Et peut-être qu'une de ces conditions indispensables, c'est la Cour pénale internationale. Je ne voudrais pas qu'on exagère la chose. Je voudrais qu'on la mette dans le cadre d'une stratégie globale. J'ai l'impression que la Cour pénale internationale est devenue un point de focalisation qui remplace la stratégie. Je continue à vous dire, et j'assume ce que je dis, que nous devons y aller. Clairement, simplement, après ce qui vient d'arriver, c'est d'autant plus essentiel, c'était essentiel avant. Nous l'envisagions pour la colonisation, c'était ça notre point d'entrée. La colonisation est un crime de guerre, et je pense que c'est un message très fort à Israël, puisque ça veut dire que l'ensemble du gouvernement israélien serait porté responsable, mais nous devons y aller aussi pour les crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui ont été commis dans la bande de Gaza et peut-être ailleurs. Mais je dois aussi vous dire que la Cour pénale internationale, ça prend du temps, qu'il y a un certain nombre de questions techniques qui ne sont pas réglées, que ça peut avoir un coût direct lié à comment la Cour aime bien toujours mettre les deux parties d'un conflit face à face. C'est la façon la plus simple d'éviter qu'on soit accusé de quoi que ce soit, même si parfois ça manque vraiment de courage politique que de caractériser l'oppresseur et l'opprimé de la même manière. C'est inacceptable sur le plan politique. Mais surtout parce que ça prend du temps, ça prend énormément de temps. Et les Palestiniens ne peuvent pas attendre. Et donc le principal levier pour nous, c'est les États. On peut tourner en rond pendant 15 heures et dire qu'est-ce que l'ONU peut faire, qu'est-ce que la CPI peut faire. Ils doivent faire. Mais le but de ces démarches, c'est d'obliger et de contraindre les États à changer leur rapport à Israël. Et donc, dans ce cadre-là, la Cour pénale est intéressante. Ce n'est pas parce qu'elle va juger un tel ou un tel, c'est parce qu'elle va rendre honteux la relation qu'entretient les responsables européens, internationaux, avec les responsables israéliens. C'est qu'on aura honte d'accueillir Netanyahou, et qu'on aura honte d'accueillir Avigdor Lieberman, et qu'on aura honte d'accueillir des chefs d'état-major qui viennent faire des consultations militaires avec une armée de criminels de guerre. Et donc ça a un intérêt, mais ça ne veut pas dire que tout le reste, on ne doit pas le faire, en attendant que les Palestiniens aillent signer le statut de Rome. Quand on dit isoler Israël, il s'agit que vos gouvernements prennent un certain nombre de mesures. Et donc voilà, sur la Cour pénale, c'est important, mais ça a un prix aussi qu'on va devoir payer, que les Israéliens vont nous imposer. Et ça aussi, c'est peut-être intéressant pour vous, au lieu de faire pression seulement sur les Palestiniens,
pour qu'ils aillent signer, de faire pression sur vos gouvernements pour vous assurer qu'ils n'autoriseront pas Israël le lendemain de nous priver des salaires, et le surlendemain de faire des incursions, et le surlendemain d'empêcher nos responsables politiques de quitter le territoire, et après d'emprisonner des responsables politiques. Vous pensez que tout ça n'est pas possible? Ce n'est pas ce qui va arriver. Ça, nous l'avons eu après une élection démocratique en 2006. Vous pensez qu'après être allé à la Cour pénale internationale, les Israéliens qui savent qu'ils vont être traînés devant les cours internationales pour crimes de guerre vont pas, eux, avoir envie de juger des Palestiniens? Eux, à leur façon. Eux qui ont déjà condamné et arrêté 800 000 Palestiniens au cours des 45 dernières années, eux qui ont arrêté 2000 Palestiniens au cours des 2 derniers mois. Vous ne pensez pas qu'ils sont en train de nous envoyer un message? Quand 25 députés palestiniens sont arrêtés, 25 au cours des 2 derniers mois, et qu'on n'en entend pas parler nulle part, est-ce que vous pensez que c'est rassurant pour la direction palestinienne de se dire, bien, je vais aller dans la confrontation avec Israël? Est-ce que vous ne pensez pas que s'il y avait eu une réaction internationale sur des 2000 prisonniers palestiniens venus s'ajouter aux 5000 déjà existants, on serait plus susceptible de faire ensemble des choix audacieux? Et donc, à chacun de nous de voir ce qu'il a lui à faire. Moi, je peux dire, vous n'en faites pas assez. C'est fou. Le problème, c'est le mouvement de solidarité, c'est les gouvernements étrangers. Vous n'en faites pas assez. Et vous pouvez me dire, c'est la faute des Palestiniens. Ils n'arrivent pas à s'unifier, ils n'arrivent pas à nous donner une stratégie, ils n'arrivent pas à nous donner une ligne claire. Et on peut s'amuser comme ça. Ou moi, je viens vous dire, voilà ce que nous devons réussir. Et vous me dites, voilà ce que nous allons réussir. Et je pense qu'il est temps, au vu de ce qui vient d'arriver, que nous ayons cette maturité politique-là et cet échange entre nous soit de ce niveau-là. Je vais conclure sur un certain nombre de points pour vous donner l'occasion aussi d'interagir et de poser des questions. L'unité palestinienne ne peut pas se faire sans que nous ayons décidé, une fois pour toutes, qu'il s'agissait d'un ennemi commun, l'occupation, qu'il fallait un programme national commun et que nous sortions de la concurrence politique. Elle n'est pas possible. On ne peut pas faire coexister l'unité et la concurrence politique. Je sais que c'est bizarre de dire ça, ça a un élan un peu antidémocratique, mais c'est normal, il y a une coalition. L'OLP a été une coalition des forces tout au long de notre mouvement national. On s'engueulait beaucoup à l'intérieur, mais on savait au bout du compte qu'il fallait quand même réussir notre lutte. Et donc, avec le Front populaire, nous étions en désaccord sur les accords d'Oslo, mais nous ne nous sommes jamais tirés dessus. Le Front populaire a estimé que l'Organisation de libération de la Palestine avait une majorité qui avait décidé d'aller signer ces accords. Ils sont restés opposés à ces accords. Ils ont continué à exprimer cette opposition. Mais ils l'ont fait dans un cadre responsable. Et donc nous devons être responsables dans notre attitude vis-à-vis du Hamas. Et il faut absolument que le Hamas soit beaucoup plus responsable dans son attitude. Il faut que le gouvernement d'unité nationale commence à travailler demain à Gaza. C'est l'intérêt des Palestiniens à Gaza. Et ça ne doit pas être quelque chose que nous devons négocier. Il ne doit pas y avoir quelque chose en retour. Et le Hamas a le droit d'avoir son siège au sein de l'Organisation de libération de la Palestine. Il n'a pas à payer un prix pour cela. Cette idée d'échange, c'est tellement petit par rapport à l'ampleur des enjeux qui sont les nôtres. Et donc, le fait que chacun attende l'autre, et le fait que chacun doute des intentions de l'autre, et le fait qu'on va préférer des alliances régionales et internationales à la seule alliance qui compte, à l'alliance nationale, c'est mettre en péril le destin du peuple palestinien. Vous savez, en 65 ans de lutte, nous avons disparu. On a disparu. Les Palestiniens ont disparu de la géographie et ils étaient à la limite de disparaître de l'histoire. Et ils ont créé les conditions de leur résurrection. Et je vous dis aujourd'hui, nous sommes, après 1948, un processus de nettoyage ethnique ou de forcer les Palestiniens à être exilés en dehors de leurs terres. 800 000 réfugiés palestiniens, 800 000 prisonniers palestiniens. 800 000 réfugiés, ça veut dire 2 tiers de notre peuple expulsés de leurs terres. Après des années de massacres, d'attaques, d'emprisonnements, de meurtres, d'assassinats de nos plus hauts leaders, nous sommes là sur le territoire de la Palestine. Impensable. Yasser Arafat est rentré en Palestine. Il a amené la lutte à travers le monde jusqu'au moment où il est rentré. Nous existons. Il y a 2 ans, on obtient la reconnaissance d'un État de Palestine observateur à l'ONU. Impensable. Il y a une ambassade de la Palestine en France. Impensable. Je suis diplomate palestinien et je vais attaquer les diplomates israéliens sur les télés. Impensable. Il y a beaucoup de choses que nous avons réussies. Israël ne peut pas nous vaincre. Aujourd'hui, sur le territoire de la Palestine historique, il y a autant de juifs israéliens que de Palestiniens. Autant. Après 65 ans de destruction systématique d'un peuple, en nombre, en démographie, le même nombre.
Et nous avons 7 millions de réfugiés palestiniens. À l'international, nos relations internationales concurrencent les relations d'Israël et au-delà. À l'ONU, nous sommes dans une position de force. Tout cela, c'est des conditions de la victoire qui sont réunies pour nous. La seule menace, c'est les divisions palestiniennes. La seule menace qui peut nous détruire. Tout le reste peut retarder notre libération. La seule chose qui peut nous détruire, c'est la menace sur l'identité nationale palestinienne. C'est la menace sur la représentation nationale palestinienne. C'est que tout le monde peut parler au nom des Palestiniens, ça veut dire que personne ne peut parler en leur nom. Si vous pouvez choisir quel Palestinien vous convient, et c'est à lui qu'on autorisera de s'exprimer, ça veut dire qu'aucun ne représente les Palestiniens. Et donc préserver l'Organisation de libération de la Palestine et l'élargir, et faire en sorte que nos représentants puissent être élus, puissent être adoubés, puissent être soutenus, eux aussi qu'ils retrouvent les moyens de faire en sorte qu'ils aient la confiance des gens. Quand on voit des sondages aujourd'hui où les principaux partis du pays ne représentent que 50% du peuple, ça c'est aussi une faiblesse qu'Israël va exploiter. Elle va exploiter les divisions des factions. Elle va exploiter le fait que les factions elles-mêmes n'arrivent pas à obtenir le soutien du peuple. Elles vont exploiter le fait que pendant tous les bombardements de Gaza, peut-être que la mobilisation en Cisjordanie aurait dû être plus grande. Peut-être qu'au moment où on regarde Londres avec ses 150 000 et l'Afrique du Sud avec ses 250 000, on se demande comment l'autre aile du pays peut rester calme. Et il a fallu la mobilisation de jeunes, et il a fallu l'appel de Marwan Barghouti et de Ahmad Saadat, appel conjoint des prisons, pour que nous voyions 30 000 personnes dans la rue en Cisjordanie. Il a fallu 3 semaines avant d'obtenir cette mobilisation, qui a été un signal extrêmement important pour notre peuple à Gaza. Et ne vous y trompez pas, quand vous dites les Gazaouis, vous contribuez à la division de la Palestine. Et vous contribuez à faire croire que l'attaque contre Gaza est séparée de la Nakba, alors qu'elle est le prolongement de la Nakba palestinienne. Quand vous dites « nous sommes avec celui-là contre celui-là ou celui-là contre celui-là », vous contribuez à la défaite des Palestiniens. Quand vous dites que le problème, c'est les Palestiniens, vous contribuez à la défaite des Palestiniens. Aux Palestiniens d'assumer leurs responsabilités, à vous d'assumer les vôtres. Et je redis ici ce que j'ai dit ailleurs, parce que je sens beaucoup de frustration. C'est une situation très difficile pour nous de sortir d'une telle guerre, d'une telle ampleur, de ces massacres-là, et de sentir que personne n'est à la hauteur derrière, et de sentir que cette situation pourrait nous renvoyer à 2008-2009, où après des massacres terribles, où 1400 Palestiniens avaient déjà été tués, le siège a continué. La division a continué. Et les Palestiniens attendent beaucoup mieux, et ils ont le droit d'exiger beaucoup mieux. Et peut-être, du coup, il est important de dire, il est arrivé que l'ANC soit dans une situation terrible, qu'il y ait des concurrences entre l'ANC et le Congrès panafricain, et entre le mouvement libéral, qui étaient d'autres forces alliées au sein de la lutte anti-apartheid. Il est arrivé qu'on doute même de Mandela, dans sa prison, quand il a commencé les négociations. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi faire? Qu'il y ait ces suspicions, qu'il y ait ces concurrences. Il est arrivé que le mouvement de solidarité se dise, est-ce que ça va marcher? Ça fait des années, ça fait 30 ans qu'on milite. Est-ce que cette manif de plus ou une manif de moins, est-ce que ça fera une différence? Et je suis très heureux pour l'Afrique du Sud et pour le reste du monde que l'ANC a continué à lutter et que le mouvement de solidarité avec la lutte anti-apartheid a continué quelques années de plus. Parfois, il faut quelques années de plus. Mais il faut simplement réussir à être suffisamment fort pour tenir quelques années de plus. Et donc notre obsession à nous et à vous en ce moment, c'est comment faire en sorte que les conditions de la victoire soient réunies et que nous puissions tenir bon aussi longtemps que nécessaire. Je ne me projette pas dans 1 mois, ou dans 2, ou dans 3, je ne sais pas. Ça pourrait être réglé dans 1 an, ça pourrait être réglé dans 10. Mais je sais que cette victoire est inéluctable du moment où nous y croyons. Et donc la première condition, c'est d'avoir la foi dans la liberté qui est à venir. Et j'ai eu l'occasion de m'exprimer en Palestine. Je dis, ceux qui doutent de la victoire, qu'ils aillent ailleurs et qu'ils nous laissent nous battre. Nous savons nous battre et nous savons être victorieux. Et de même dans le mouvement de solidarité, ceux qui doutent de la victoire, qu'ils se posent, qu'ils prennent du repos et que les autres continuent le combat. Je suis sérieux. On n'a pas le droit de douter ou de renoncer. C'est une lutte qui est importante pour l'avenir du monde. Je vous le dis, moi je suis palestinien, je ne peux pas en échapper. Vous pouvez peut-être penser en échapper quelques années. C'est une lutte qui est déterminante pour l'avenir du monde. Il ne faut pas attendre les bombes israéliennes pour nous en rappeler.
Merci, Majed. Je ne sais pas qui veut poser la première question. Je vous en prie. Je ne sais pas s'il y a des micros qui fonctionnent. Ici. Non, mais c'est pour l'enregistrement, c'est important. Voilà. Merci. Bien, bonjour monsieur, j'ai été ravie de vous entendre et j'ai été très séduite par votre analyse. J'aimerais quand même vous poser une question sur ce que vous entendez par la fin de l'occupation, arriver à la fin de l'occupation. J'ai lu récemment dans Libération, suite à l'extension récente des 400 hectares dérobés aux Palestiniens, certains ont dit que cela avait mis un coup de couteau dans le dos à l'autorité palestinienne, puisque des négociations sont en cours, etc. Mais un Israélien qui s'appelle Yariv Oppenheimer, lui, a déclaré qu'il est de la paix maintenant. Il a dit « Les Palestiniens étaient disposés à accepter la construction dans les blocs de colonies, mais seulement dans l'accord final des négociations. » Ce qui veut dire que dans l'accord final, les blocs de colonies restent là, les Palestiniens récupèrent quelques miettes de terrain à droite et à gauche et se circulent d'une miette à une autre à travers les tunnels qui sont prévus par Israël. Donc, qu'est-ce que l'accord final peut... qu'est-ce que les Palestiniens de l'autorité palestinienne sont prêts à signer dans cet accord final-là? C'est clairement dit qu'ils sont prêts à accepter les colonies telles quelles. J'aimerais que vous me rassuriez, je suis palestinienne moi aussi. Plusieurs? Comme tu veux. Plusieurs. Allons-y. D'autres questions? Bonjour. En fait, moi, je suis depuis peu militante pour la Palestine, grâce à l'intervention de M. Bamia. Ça m'a donné envie de me bouger. Donc, je me suis beaucoup depuis donc toute l'agression renseignée sur la Palestine. Et donc, pour en arriver à la finalité, qui reste vraiment que des bons tous-temps. Donc, qu'est-ce qui est possible de négocier à l'heure actuelle, quand on voit ce qui reste, et quand on sait qu'en face, vous avez une coalition telle des communautés internationales envers Israël, et Israël qui ne veut et qui ne fera jamais, malheureusement on le sait tous, de compromis. Donc quelles sont les possibilités à mettre en œuvre? Et pensez-vous qu'il est possible de récupérer, entre guillemets, la Palestine de 67? Est-ce que c'est possible à l'heure actuelle? Et est-ce que ce sera possible dans l'avenir? Merci. Avec quelqu'un juste devant vous, madame? Dans la lutte contre l'apartheid, dont nous avons été partie prenante, il y a eu deux phases. Ma question vise la violence, en fait. Et donc, il y a eu deux phases. Il y a eu une phase violente et ensuite une phase schématiquement non violente. Est-ce que, quand on voit le Hamas attaquer comme ça, c'est quand même un peu affolant parce qu'on se dit qu'en face, la force est infiniment plus grande. Et je me dis peut-être naïvement qu'il vaudrait mieux passer à des actions non violentes. Qu'est-ce que vous en pensez? Encore une question et puis après on... Oui. Alors, oui, mais on va... Allez-y, oui, allez-y. Pour moi, c'est aussi par rapport aux négociations, la place qui est accordée à la question du droit au retour des réfugiés. Parce qu'on a l'impression que ça a été bien abandonné d'une certaine façon. Merci. On repasse la parole à Majed, parce que là, ça fait un corpus de questions. Et puis ensuite, on revient vers vous. Bon, sur la question du territoire, l'idée, c'est les frontières de 67. Ce que l'Organisation de libération de la Palestine a accepté. Je précise quand même que je ne parle pas comme diplomate, parce que sinon, ça serait moins intéressant. Je l'ai dit la dernière fois que je viens, je prends toujours cette précaution de dire je parle en mon nom.
parce que sinon ça devient très compliqué d'avoir un échange plus abouti. L'OLP a décidé qu'elle acceptait le principe des échanges de territoire. Donc l'échange de territoire, ça veut dire qu'ils peuvent récupérer un certain nombre de blocs de colonies en nous donnant en échange du territoire qui serait côté israélien de la frontière de 67. L'idée était sympathique en soi, c'était qu'avec un peu plus d'1%, vous pouviez inclure la plupart des colons, pas des colonies. Nous, on ne reconnaît pas les blocs des colonies. Les blocs de colonies, c'est quoi l'idée? C'est que vous construisez une petite colonie là, une petite colonie là, une petite colonie là, puis une plus loin, et puis une plus loin, et vous dites ça, c'est le même bloc. Ce qui fait que pour récupérer le bloc de colonie, vous récupérez 10% de la Cisjordanie, alors que la plupart des colons sont dans cette colonie-là, la première à la frontière. La plupart des colons ne vont pas s'installer dans la colonie la plus loin, mais dans celle qui est la plus proche. Et donc, avec 1% du territoire, vous pouvez récupérer la plupart des colons, mais pas du tout la plupart des colonies, puisque les bâtiments sont vides ou les bâtiments sont peu peuplés. Et Israël voulait toujours prendre les blocs de colonies, donc l'ensemble des colonies construites. Et donc voilà, la proposition c'était, on est prêt à faire un échange de territoire avec un certain nombre de conditions. La première, c'est que pour 1% donné, nous voulons 1% reçu. Israël voulait un échange de 1 à 4, c'est-à-dire qu'ils prennent 4%, nous donnent 1%. La deuxième condition, c'était de même valeur. Donc vous ne pouvez pas prendre des terres fertiles avec des nappes phréatiques et nous donner du désert, près de Gaza, ce qui était la proposition à l'époque. La troisième condition, c'est que ça ne doit pas inclure des échanges de populations palestiniennes. Donc il ne faut pas que des Palestiniens d'Israël passent à travers ce biais dans le côté palestinien. Eux veulent rester des citoyens dans leur foyer, là où ils sont, donc à l'intérieur de ce qui est devenu l'État d'Israël, qui est venu se superposer à leur existence et à leur vie et à leur pays. C'est le projet de Lieberman. C'est le projet de Lieberman. Lieberman proposait qu'on prenne l'essentiel des Palestiniens d'Israël dans l'eau pour qu'on puisse avoir un État exclusivement juif. Donc quand quelqu'un vous dit on veut reconnaître l'État juif parce que c'est symbolique, parce que c'est... Non. Le projet israélien, c'est que vous reconnaissez l'État juif pour les autoriser à faire un nettoyage ethnique. Et tous ceux qui reconnaissent l'État juif veulent contribuer à un nettoyage ethnique. Ce n'est pas quelque chose qui est lointain, c'est quelque chose qui est en train de se faire et qui cherche à être légitimé. Et qui n'a jamais été légitimé ailleurs. Je ne vois pas pourquoi il serait légitimé parce qu'il s'agit d'Israël. Et donc voilà, l'échange de territoire comme principe a été acquis. Donc Israël a couru avec le principe pour nous expliquer qu'elle pouvait continuer à construire dans les colonies, puisque de toute façon, au bout du compte, elle allait les récupérer dans son territoire. Ce à quoi la partie palestinienne a répondu, traçons les frontières, et vous pourrez construire de votre côté. C'est-à-dire, ce qui est de votre côté ne sera plus des colonies, et ce qui est de notre côté sera interdit. Donc traçons les frontières au plus vite. Et voilà d'où peut venir la confusion sur le sujet. Non, ce n'est pas du tout qu'on les a autorisés à construire dans les blocs de colonies. C'est qu'on a dit qu'on est conscient qu'avec l'échange, ils pourraient récupérer certains. Mais ce qu'Israël vraiment propose, c'est autour de 50% de la Cisjordanie. C'est à peu près ce que le mur avait délimité, plus la vallée du Jourdain. Donc ça devient dingue. Je vais vous donner un autre exemple pour vous dire l'absurdité des négociations. On vient à la partie israélienne et ils nous disent, vous savez, ça répond à la question des réfugiés aussi. Les réfugiés, ça a été retardé. Donc on parle territoire et sécurité d'abord. C'est les premiers points. Et puis on aura les autres questions, dont celle des réfugiés. Et dont celle, un peu bizarrement, on n'est pas sûr Jérusalem, elle est dans le territoire ou elle est un point à part. Ce qui est très bizarre, elle est bien sûr dans le territoire, elle est dans les frontières de 67. Et donc sur la sécurité, Israël dit on veut un État palestinien démilitarisé. Insiste énormément sur ce point pendant les négociations. Et donc les Palestiniens disent on est d'accord pour des restrictions sur nos capacités militaires. Donc on a fini avec ce point. Et puis Israël dit il faut que nous soyons présents dans la vallée du Jourdain parce que les Palestiniens n'ont pas de moyens militaires. Donc on leur dit, nous on a dit on va négocier les frontières. Quand on a dit on négocie les frontières avec vous, on parle de notre frontière avec vous. On ne pensait pas négocier avec vous notre frontière avec la Jordanie. La vallée du Jourdain, c'est le territoire entre la Palestine et la Jordanie. Il n'y a pas Israël. Et eux vous disent non, le risque peut venir de la Jordanie. Imaginez si quelque chose arrive à la Jordanie. Et vous ne pourrez pas nous protéger. Et donc nous sommes obligés d'avoir des troupes et d'avoir des points d'alerte. Et donc les Palestiniens disent d'accord, donc votre problème c'est que vous voulez des garanties. Et nous, on ne veut plus d'occupation. Donc, essayons de concilier ces intérêts. On accepte des forces arabes. Comment ça, des forces arabes? Ce n'est pas une garantie, ça. OK, on accepte des forces de l'ONU. Ah, l'ONU, c'est une blague. Est-ce que les forces de l'ONU... C'est quand même des forces sous l'ONU qui sont aujourd'hui entre vous et le Hezbollah au Liban. Pourquoi, dans le cas palestinien, ça ne fonctionnerait pas? Ça ne fonctionne pas. Des forces européennes? Non. Des forces américaines. L'OTAN? L'OTAN? Non.
Il faut que ce soit des troupes israéliennes. Il faut que nous signions un accord de paix qui permette que l'occupation continue. C'est très compliqué. C'est pour ça que je dis très sérieusement, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut savoir un temps, reconnaître qu'en face de vous, il n'y a pas de partenaire de paix. Il n'y a pas de perspective de paix. Et donc votre obsession devient comment mener la lutte. Il n'y a pas d'autre choix. L'obsession aujourd'hui, c'est comment mener la lutte. Mais en menant cette lutte, il faut quand même garder en tête comment le mener d'une manière qui permette la paix au bout du compte. Il faut choisir les méthodes d'une façon qui ne vous exclut pas de la communauté internationale, qui ne vous isole pas. Oui. Justement, violence, non-violence. On va rebondir du coup sur la violence et la non-violence. Ça fait 10 ans qu'en Cisjordanie, il y a un mouvement non-violent. Alors du coup, les gens en déduisent que 10 ans, ça n'a pas marché, donc la non-violence ne marche pas. Et puis ils regardent ce qui s'est passé à Gaza. Ils disent, regardez, la violence, ça ne marche pas non plus. Ils se sont fait bombarder, regardez le prix est trop élevé. Et en fait, la conclusion à laquelle on voudrait que les Palestiniens arrivent, c'est que la résistance ne marche pas. Mais en même temps, les négociations, ça ne marche pas. On fait quoi? Non, mais c'est ça. Non, mais je suis sérieux. L'idée d'Israël, c'est que nous arrivions dans une situation de paralysie. C'est que nous nous disions, on ne sait plus quoi faire. L'ONU, ça ne marche pas. La Cour pénale, les Européens nous disent qu'il ne faut pas y aller. Certains Européens nous disent qu'il ne faut pas y aller. La Cour pénale. Donc, les méthodes habituelles pour résoudre les conflits, on n'invente rien. L'ONU, on nous dit, vous ne pouvez pas résoudre par l'ONU, il faut résoudre par les négociations. On leur dit, on veut bien, mais Israël ne veut pas négocier. Comment vous l'obligez? Ils vous disent, c'est parce que vous êtes violent, donc vous arrêtez d'être violent, mais ça n'a aucun impact. Ça fait 10 ans qu'on n'est pas violent, ça n'a rien donné. Mais du coup, il y a de la résistance militaire, mais du coup, vous faites bombarder, il y a le droit à la sécurité d'Israël, vous savez bien. C'est à en devenir fou. Et c'est pour ça que je dis, il n'y a pas de solution à court terme. Il va falloir changer le rapport à Israël à travers le monde, et il va falloir changer en profondeur le rapport que nous avons à Israël. Et cela est seulement possible unifié et clairvoyant. Et nous ne sommes ni unifiés, ni clairvoyants. Mais je n'ai pas de désespoir. Je dis, moi, quand je vois quelqu'un qui est en prison, qui s'appelle Marwan Barghouti, qui tout au long de cette guerre a été clairvoyant, qui a défié ses geôliers, de derrière les barreaux, il les a défiés en permanence, fois après fois, ça me donne de l'espoir. Moi, je pense que le président Mahmoud Abbas pourrait être un atout majeur pour les Palestiniens. Parce que cet homme-là, tu ne peux pas le condamner. Tu ne peux pas dire qu'il est violent. Tu ne peux pas dire qu'il ne veut pas la paix. Et donc, il peut être un atout majeur. Mais ça veut dire que la stratégie qu'on a adoptée pendant 30 ans doit être revisitée. Or, c'est quelque chose d'énorme à demander, côté palestinien aussi. Je pense que le Hamas a sa place et qu'il est important pour nous dans toute équation et que l'exclure de nos équations et de notre tête est fou. Et puis, je crois que le peuple a sa place. L'idée que tous les deux ont congédié le peuple le temps qu'il trouve la solution est ridicule. La mobilisation populaire, le mouvement non violent, aujourd'hui, est réservé à des dizaines, des centaines de personnes. Moi, je veux voir des dizaines de milliers de Palestiniens dans la rue. Je pense que le peuple palestinien est le joker qu'on refuse de jouer dans cette bataille. Et que ce peuple palestinien ne pourra pas se mobiliser tant qu'il ne sait pas pourquoi, tant qu'il ne fait pas confiance, tant qu'il ne sait pas que le monde va se rallier à lui pour le protéger de ce qui va advenir. Parce qu'il paye dans sa chair le prix quotidiennement, qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas. Mais du coup, notre discours doit être beaucoup plus mobilisateur. Nos actes doivent être beaucoup plus mobilisateurs. Quand on va à l'ONU, il faut y aller jusqu'au bout. Dans la question de notre ami, si j'ai bien entendu, il y avait la question pourquoi les roquettes? Oui. Pourquoi le Hamas a fait ce choix? Je ferai une distinction entre... Dans notre discussion avec le Hamas, et même en interne, dans d'autres partis, nous pensons que les civils doivent être hors jeu. Pour des raisons légales, pour des raisons morales, pour ce que vous voulez. Je sais que les civils palestiniens ne sont pas hors jeu, mais nous pensons que les civils israéliens devraient être hors jeu, en espérant que le monde sente l'absurdité de ces prises de position et qu'il ait un peu honte. Je ne suis pas sûr que ça marche. Mais je dois dire que dans ce débat-là, nous avons perdu énormément parce que nous avait expliqué que si les attentats en Israël s'arrêtent, les opérations en Israël s'arrêtent, le crédit pour les Palestiniens serait énorme et du coup la libération serait à leur portée de main. Et nous étions convaincus de cela et nous avons contribué au fait que ça s'arrête. Et Israël a expliqué le lendemain du fait que ça soit arrêté que c'est le mur qui a réussi. Et donc tout à coup, ce que nous faisions en âme et conscience était légitimer le mur. Donc, moi, je me souviens d'une discussion avec Israël, je leur dis, vous voulez qu'on vous prouve que ce n'est pas le mur? Qu'est-ce que vous essayez de faire? Quand nous, on dit on veut libérer les prisonniers par les négociations, et que Shalit permet de libérer 1000 prisonniers, et que nous, on arrive à en libérer 70, quel est le message qu'Israël porte? Donc c'est ça, c'est très difficile pour nous en interne de faire tenir les gens sur une ligne, alors qu'ils sentent que ni Israël,
n'est désireuse de démontrer que cette ligne-là fonctionne, ni le monde est assez courageux pour nous permettre de réussir. Pourquoi le monde n'a pas fait une affaire du fait qu'Israël ne voulait pas libérer les prisonniers? Pourquoi personne n'a dit à Israël, vous voulez quoi? D'autres chalites? C'est ça. Moi, je veux mes prisonniers libérés. Moi, je suis palestinien. Mon rôle, ce n'est pas de me préoccuper du sort des Israéliens. Mon rôle, c'est de me préoccuper du sort des Palestiniens. Si je peux le faire sur la base de mes principes, je serai un homme heureux. Et c'est ce que j'essaye de faire tous les jours. Mais si au bout de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je libère 70 prisonniers, et qu'il y en a 7000, et que 2000 ont été arrêtés en 2 mois, je me tais. Quand les gens disent qu'il faut prendre un soldat pendant toute cette opération militaire et cette agression, je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ils me disent, tu veux qu'on prenne des soldats ou tu veux que les prisonniers meurent en prison? Et ce que nous devons réussir, c'est sortir de ce dilemme. Parce que ce dilemme, c'est Israël qui le crée pour nous. Et donc, on ne doit pas tomber dans le piège, voilà les options. Il n'y a que ça. Non, il y a d'autres options. Créer un grand mouvement international, c'est une autre option. Défier Israël politiquement, c'est une autre option. Défier Israël sur le terrain avec une mobilisation populaire d'ampleur, c'est une autre option. Mobiliser les Palestiniens réfugiés, c'est une autre option. Mobiliser les Palestiniens de 48 qui sont parfois plus mobilisés que les Palestiniens ailleurs et créer des ponts entre nous et eux et nous souvenir que nous sommes un seul peuple confronté aux mêmes politiques de part et d'autre de la ligne verte, c'est une autre option. Il y a un paradigme duquel il faut sortir, absolument sortir, à toute vitesse. Mais encore une fois, où peuvent discuter les Palestiniens de tout cela? Où peuvent-ils décider de tout cela? Où peuvent-ils se réunir et débattre de tout cela? Nos cadres, nos structures qui ont été tellement importantes toutes ces années, qui nous ont permis de faire des décisions, sortir du Liban, reconstituer le mouvement national, faire les accords d'Oslo ou ne pas les faire des initiatives politiques ou ne pas le faire, chercher la reconnaissance de l'État palestinien en 1988, chercher l'État palestinien en 2012 où on avait eu l'accord du Hamas aussi, au bout du compte. Aujourd'hui, nous manquons de tout cela, nous manquons de ce grand débat national. Et un dernier point, et puis je crois que j'ai couvert la plupart des questions. Il y avait le droit au retour. Hein. Mais je l'ai évoqué, j'ai dit qu'il a été retardé dans la discussion. Le dernier point que je veux faire, c'est que nous devons être beaucoup plus agressifs. On peut passer à la télé et se sentir coupable et dire alors on s'excuse pour toute violence qu'on a commise, on s'excuse parce qu'on n'est pas assez gentil, on s'excuse. On vous assure qu'on n'est pas antisémite. Je vous jure, la main sur le cœur, je ne suis pas antisémite. Ou on peut décider de dire quel est le projet raciste dans cette région du monde? Est-ce que c'est le projet d'un État palestinien pluriel que vous défendez? Ou est-ce que c'est un projet d'un État juif sioniste excluant tous les autres? On peut dire où est l'apartheid aujourd'hui? On peut être... Il faut que nous soyons... Il faut quand quelqu'un en France dit le droit à la sécurité d'Israël, vous lui dites, vous savez, on aurait espéré que la France tire à la fois les leçons de l'Algérie française et de Jean Moulin et de Gaulle. Et les deux leçons disent la même chose, il n'y a pas de droit à la sécurité de la puissance occupante. On peut trouver la parade. La parade n'est jamais de se justifier en permanence sur ces choses-là. C'est d'être exemplaire dans notre attitude, c'est clair. On n'a pas à tomber dans le piège qui est tendu devant nous, mais on peut être, nous, à l'offensive. C'est ce que j'ai essayé de faire. C'était de me dire, je ne suis pas là pour accepter de devoir m'excuser pour ce que le Hamas fait et ne fait pas. Et par ailleurs, je le dis, encore une fois, la résistance palestinienne est légitime, militaire est légitime, du moment où elle ne s'attaque pas aux civils. Elle est complètement légitime, elle est indiscutable. Et honnêtement, moi, quand j'ai vu les Européens, je leur ai dit, vous voulez mettre droit à la sécurité, vous êtes trompés, je suis sûr que vous vouliez dire le droit à la résistance, qui lui est prévu par des textes internationaux. Le droit à la sécurité ne l'est pas. De la puissance occupante, il n'est pas prévu. Le droit à la résistance palestinienne, pourquoi vous ne l'inscrivez pas? Et donc voilà, il faut avoir cette audace-là de mettre l'autre partie dans une situation où elle va devoir se justifier et elle ne trouvera rien à dire parce que ce que fait Israël est indéfendable. Merci. D'autres questions? Il y en avait derrière moi, si c'est possible, parce que il y a le salon de thé ici, il faut que tout le monde puisse... Je vous en prie. Bonjour. Du coup, je voulais plus montrer un peu, du moins apprécier le fait que vous avez fait un parallèle par rapport à l'ANC et à l'apartheid, et vous en avez fait aussi plusieurs lors de vos débats télévisés par rapport au mouvement de libération des Noirs et des ségrégations aux États-Unis. J'ai particulièrement apprécié de par aussi mon histoire, mais aussi parce que je pense que c'est très bien de réellement montrer que ces parallèles-là sont réellement pertinents sur le conflit israélo-palestinien, et du moins aussi, il permet de faciliter un peu ce conflit, parce que souvent, en fin de compte,
moi, quand on me demande qu'est-ce qui se passe, eh bien, souvent les gens, en fin de compte, on voit en fin de compte un conflit très très complexe, alors qu'il est tout simple, qu'il y a un oppresseur, qu'il y a un occupant, qu'il y a des oppressés. C'est relativement simple, et je pense que un peu la propagande des médias et d'Israël, c'est de complexifier en fin de compte ce conflit. Je pense que par ce parallèle, c'est très bien. Et autrement, du coup, dû à ce parallèle, c'est par rapport du coup à l'ANC et à la logique aussi de boycott qui a été mis en place au niveau national, mais aussi au niveau international, et qui est soutenu aussi par Desmond Tutu. Et donc, je voulais savoir un peu quelle est votre position par rapport au boycott d'Israël, au boycott des entreprises qui sont implantées en Cisjordanie, et un peu voir si est-ce que c'est aussi là un moyen de du coup changer la donne. Merci. D'autres questions? Non, je ne t'ai plus. Vous nous dites qu'une des armes, c'est la mobilisation du peuple. Les manifestations ont souvent été réprimées en Cisjordanie par la police de l'autorité. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a un changement d'attitude? Est-ce qu'il y a des directives pour qu'elle adopte une autre attitude par rapport aux éventuelles manifestations? Merci. Oui, bonjour. Moi, je voulais savoir, parce que vous parliez de l'unité, qu'il fallait que les Palestiniens soient unis entre eux pour aller sérieusement de l'avant. Est-ce que vous avez avancé, du coup, depuis la fin de l'agression sur Gaza sur ce point? Parce que quand même, il s'est passé maintenant une vingtaine de jours. Donc, comme vous disiez, chaque seconde compte. Et voilà, où en est-on par rapport à ça? Et justement, pour reparler de Gaza, il s'était posé la question du gaz. Certains articles parlaient de l'intérêt du gaz qui était probablement à l'origine de cette agression. Est-ce que c'est vrai ou pas? Et si c'est le cas, où en est-on par rapport à ça? Et aussi par rapport à la raréfaction de l'eau sur Gaza, l'eau n'est pas potable ou très peu et risque de disparaître d'ici quelques années. Voilà, je voulais savoir aussi où on était par rapport à ça. Salam alaikum, Majid. On a déjà eu l'occasion d'échanger rapidement sur les réseaux sociaux. J'ai la famille à Khan Younes, j'ai la famille près de Beersheba. Et voilà, ils ont vécu l'enfer, donc ça va mieux, alhamdoulilah, tout va bien. Il y a un vrai problème aujourd'hui, un vrai problème qu'il faut vraiment résoudre. Il faut vraiment, vous, autorité palestinienne, prendre la responsabilité de parler avec le Hamas. Parce qu'aujourd'hui, ils ont pris d'autres interlocuteurs comme la Turquie, comme le Qatar. Et quand je parle à ma famille du Fatah, on est très divisé sur le sujet. Voilà, Khan Younes, il y a un gros problème pour eux. Le Hamas a été élu démocratiquement et qui doit être respecté. Justement, ça rejoint la question de madame. Qu'est-ce que vous allez mettre en place aujourd'hui rapidement pour pouvoir vous rencontrer et mettre un terme à tout ça afin d'avancer dans le bon sens? Et si tu peux me permettre de m'accorder 5 minutes, mais après on en discutera plus tard, c'est possible. Merci. Voilà, ça fait pas mal déjà. Boycott, manifestation en Cisjordanie, l'unité, le gaz. Et je vais en rajouter un que vous ne m'avez pas demandé, peut-être qu'il est dans la salle, un peu sur les relations internationales quand même. Je pense que c'est important. Sur le boycott, les désinvestissements et sanctions, je pense que c'est un instrument majeur qui doit avoir des objectifs politiques. L'appel BDS parfois est déconnecté des raisons politiques pour lesquelles il est porté. Donc c'est très important que tous ceux qui veulent s'engager sur le boycott des investissements sanctions soient parés politiquement pour défendre cela. On a un travail incroyable à faire sur les gouvernements. Il n'y a pas un seul gouvernement au monde qui a adopté le boycott des investissements sanctions sérieusement. Même l'Afrique du Sud, qui a été celle qui a le plus au sein de l'ANC discuté de cela. Au niveau gouvernemental, c'est problématique. Aussi, pour la partie palestinienne, il y a beaucoup de limites à ce qui peut être fait parce que nous savons quelles sont les contre-mesures que peuvent prendre Israël. Et en dépit de cela, nous sommes en train aujourd'hui de tenter un boycott des produits israéliens dans les marchés. Mais je peux vous dire qu'il peut y avoir des répercussions sur nos propres producteurs, sur un certain nombre de limitations, etc. Donc aussi, soyez cléments avec nous. C'est-à-dire vous pouvez faire beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire.
Et je dois dire quelque chose qui m'importe beaucoup, qui revient un peu sur le point que j'ai dit à résistance militaire, résistance pacifique. On peut s'amuser à dire « toi, ça ne va pas et toi, ça ne va pas ». Et à ce que les gens qui font la résistance militaire méprisent ceux qui font la résistance pacifique et disent « vous êtes des faibles », alors qu'il faut beaucoup de courage pour faire la résistance pacifique. Et ceux qui font la résistance pacifique regardent ceux qui font la résistance militaire et leur disent « vous êtes irresponsables ». Et moi, je dois vous dire, moi qui a beaucoup plaidé ces dernières années pour qu'on prenne l'option de la résistance pacifique comme un choix stratégique du peuple palestinien, je dois dire qu'une fois que l'invasion terrestre a commencé sur la bande de Gaza, je me suis tu. J'ai compris que les Palestiniens n'allaient pas sortir en manifestation dans les rues. J'avais compris que l'heure de la résistance militaire avait sonné. Donc je comprends, Mandela disait c'est l'oppresseur qui choisit les moyens de la lutte. Ce n'est pas toujours vrai, mais c'est vrai que l'oppresseur a une marge de manœuvre plus grande. Donc je comprends la difficulté. Pour le mouvement BDS, c'est un peu la même chose. Il ne faut pas mépriser ceux qui veulent un boycott partiel, ceux qui parlent du boycott des colonies ou de l'occupation. Et il ne faut pas mépriser ceux qui appellent à un boycott total. Je vous dis, Israël va vous contraindre à un boycott total. Ça viendra. Mais il faut savoir manœuvrer avec le temps. Parfois, ça prend du temps d'expliquer les choses. Il n'y a pas de honte à commencer avec une compagnie en particulier et d'avoir une victoire dessus. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne tout le reste. Il faut savoir coexister dans nos luttes. On a un grand problème. Autant sur l'autre camp arrive à trouver un compromis sur tout, sur ces sujets-là. Ceux qui soutiennent Israël arrivent à trouver vraiment tout un palier, tout un éventail de positions similaires côte à côte. Autant nous, alors qu'on est très proches sur les objectifs politiques, on a beaucoup de mal à coexister sur les moyens de lutte. Ne vous divisez jamais sur les moyens de lutte. Du moment où on est d'accord sur l'objectif politique, c'est le principal. C'est aussi ce que nous disons en interne. C'est vraiment ridicule alors qu'on n'a jamais été aussi proche politiquement sur ce que nous voulions, que nous soyons aussi loin dans la réalité de nos méthodes et de nos structures aujourd'hui. Et donc, je suis d'accord que les parallèles sont extrêmement importants. Et sur les prisonniers, qui a été mon dossier pendant ces 10 années où je travaille sur la question des prisonniers, je me suis rendu compte à quel point les Palestiniens, avant, étaient capables de faire des liens à travers le monde, et à quel point aujourd'hui, n'en étaient plus capables. On a l'impression d'être les seuls. Vous savez, c'est l'histoire de la dernière occupation au monde. De tous les autres, ils ont fait leur État. Avant, nous concevions comme un mouvement de libération parmi d'autres mouvements de libération, comme une force progressiste parmi d'autres forces progressistes, comme une lutte parmi d'autres luttes. Et ça a été un avantage considérable. Ce n'est pas parce que ces luttes ont abouti qu'elles ne sont plus des alliés, au contraire. Et donc, ce que je vais vous dire sur les relations internationales, et je reviendrai sur les autres questions, parce que c'est très important, c'est qu'Israël a regardé ses relations internationales sur le long terme. Israël a investi en Afrique ce que vous ne pouvez pas imaginer, notre terrain de prédilection. Israël a investi en Amérique latine. Et il ne faut pas être rassuré par des prises de position instantanées. Il faut regarder dans le long terme. Israël a vu le Sud-Soudan tellement plus tôt que le reste du monde. Nous avions des relations avec des forces, c'est très problématique aujourd'hui, donc je fais très attention, je suis diplomate. Nos relations avec les Kurdes étaient extrêmement développées. Bien sûr, aujourd'hui, nous avons des relations avec les pays où ces Kurdes habitent, donc on fait très attention à ne pas rentrer en contradiction avec la Turquie ou l'Iran ou l'Irak ou la Syrie. Mais aujourd'hui, Israël investit beaucoup dans sa relation avec les Kurdes. Elle voit plus loin. Aujourd'hui, Israël investit beaucoup dans sa relation avec la Russie. Beaucoup. Quand Israël s'abstient sur le vote sur la résolution de la Crimée, ce n'est pas seulement parce qu'il est question d'annexion illégale ou qu'il est question de terminologie problématique pour Israël. C'est parce qu'elle fait du pied à la Russie. Et Israël a eu l'intelligence à la sortie de la Seconde Guerre mondiale de basculer son alliance de la Grande-Bretagne aux États-Unis. Et nous nous sommes rapprochés avec la Grande-Bretagne à ce moment-là, avec notre clairvoyance habituelle. Donc, il faut savoir lire le monde. Quand aujourd'hui la Chine vote avec nous à l'ONU, mais a une coopération militaire avec Israël, quand des pays comme la Grèce ou le Chypre, où le peuple est avec nous, sont aujourd'hui beaucoup plus proches d'Israël. Quand Chypre vous dit « mes touristes sont israéliens », mon gaz, je m'en occupe avec Israël. Et la Turquie et Israël sont fâchés, donc nous avons une alliance objective. Vous devez répondre d'une façon ou d'une autre, soit par les intérêts, soit par votre capacité à mobiliser les peuples. Il n'y a pas 3500 solutions. Et donc, aujourd'hui, quand on regarde le monde, je peux vous dire, on a obtenu 138 votes à l'ONU pour l'État palestinien, et dormir tranquille comme diplomate palestinien. Ou je peux être obsédé à quel point Israël investit dans l'avenir et à quel point nous sommes fiers de notre passé. Et donc, il va y avoir un moment clé
y compris pour le mouvement de solidarité. Aujourd'hui, l'Europe souvent s'exprime à travers les trois grands. La France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne. La Grande-Bretagne est ailleurs, très loin de ses peuples, puisque tu parlais très loin de ce que le peuple britannique voudrait. Peut-être, ça devra changer, et nous devons déjà envisager comment changer cela. L'Allemagne a son histoire particulière qui rend les choses difficiles, même si elle bouge, et il ne faut pas négliger à quel point l'Allemagne bouge. Et il faut investir aujourd'hui pour récolter dans 10 ans. Mais est-ce qu'on peut se permettre à ce moment-là de perdre la France? Nous n'avons pas la Grande-Bretagne, nous n'avons pas l'Allemagne. Est-ce qu'on peut perdre la France? C'est en partie perdre l'Europe. Et donc c'est pour ça, ne sous-estimez jamais votre rôle. Quand vous obligez la France à parler de massacre ou de carnage, quand vous obligez la France à envisager la reconnaissance de l'État palestinien, vous contribuez à faire basculer le monde. Je suis sérieux, vous contribuez à basculer le monde. Aujourd'hui, nous voulons faire une réunion pour envisager les violations des conventions de Genève. Et on ne veut pas regarder les violations. Tout le monde les connaît. Les crimes de guerre, tout le monde les connaît. Il va y avoir une commission d'enquête, elle va dire qu'il y a eu crime de guerre. Nous voulons envisager ce que les États doivent faire face à ces violations. C'est l'article 1er commun aux conventions de Genève. Le fait que la France participe ou pas à la réunion pourrait faire en sorte que la réunion se tienne ou ne se tienne pas du tout. Et le fait que la France contribue positivement à cette réunion ou pas pourrait faire en sorte qu'elle réussisse ou qu'elle échoue. Donc, c'est pour ça que je vous dis, comme moi, je me sens investi d'une responsabilité particulière alors que je n'ai pas spécialement de pouvoir. Sentez-vous responsable au même point et plus. Vous pouvez faire basculer les choses. Donc ça, c'était mon petit aparté sur les relations internationales. Sur les mobilisations populaires, oui, nous avons une coordination sécuritaire avec Israël. Et l'idée côté palestinien, c'est que la coordination sécuritaire est un des moyens de protéger les Palestiniens. Donc, si on laisse les Palestiniens aller là où ils veulent aller, ce qui est le point militaire de Beth Il, notamment à Ramallah par exemple, ils vont se faire tirer dessus et tuer par les Israéliens. On n'a pas de morts palestiniens quand les policiers palestiniens les arrêtent. Il n'y a pas eu de cas de mort. Donc, pas à ma connaissance, non. Non, dans les manifestations qui sont évoquées, à ma connaissance, je peux me tromper, hein, je ne suis pas une encyclopédie vivante, donc je mets une réserve, mais je crois vraiment qu'on n'a pas de cas dans les manifs de Palestiniens tués. Et donc l'idée, c'est d'éviter que ces manifestants se fassent tuer. Ma position personnelle, c'est que cette coordination sécuritaire n'a pas de sens tant qu'il y a incursion et arrestation. À la limite, un cessez-le-feu réciproque, même la coordination sécuritaire, le terme est très bizarre dans une situation d'occupation. C'était logique au moment où on signe des accords de paix. C'était logique au moment où on croyait qu'on avait un partenaire de paix. Aujourd'hui, c'est évident qu'on n'en a pas un. Donc, je comprends l'attitude responsable de si on arrête, le monde va nous tomber dessus et c'est le chaos qui va prendre le dessus. Et ça veut dire qu'Israël va en profiter pour tuer des dizaines de Palestiniens et provoquer une nouvelle intifada, qu'elle va profiter pour réprimer et pour détruire toutes les institutions. C'est ça ce que nous entendons de nos responsables. Mais je comprends aussi à quel point c'est mauvais pour l'environnement politique dans lequel nous évoluons. C'est mauvais pour le message politique que nous essayons de porter. Et je pense que c'est une carte essentielle à jouer face à Israël. Que cette coordination ne peut pas se poursuivre avec une puissance occupante qui n'a pas décidé de mettre fin à son occupation. Mais nous avons beaucoup insisté auprès de ceux qui faisaient ces manifestations quotidiennes pour aller ailleurs. Et donc la grande manifestation dont j'ai parlé des 30 000, elle est allée à Kalandia, où il n'y a pas de police palestinienne. C'est-à-dire qu'il y a aussi des choix à faire. Moi, je suis pour que les policiers se retirent. Mais du moment où les policiers se retirent, je n'irai pas me confronter à eux. Parce que ça casse tout mon message, ça casse toute ma dynamique. Et c'est pour ça que vous n'avez que 500 personnes. Parce qu'on n'est pas prêts, nous, à aller taper dans la police palestinienne. Et parce que je ne veux pas que Gaza voit nous et les polices palestiniennes. Mon message, c'est que nous, on est en confrontation avec la puissance occupante. Et nous avons réussi à faire en sorte que ceux qui se mobilisaient là aillent avec nous à Kalandia, dans l'autre sens, et montrer que notre confrontation essentielle est le colon et l'occupant israélien. Ce n'est pas évident, et c'est clair que ce sera une des grandes questions qui nous sera posée à l'avenir. L'unité, où on en est L'unité, précisément depuis 20 jours, quoi. L'unité, la situation a été relativement bonne à la fin de l'agression, où nous avons une délégation unitaire au Caire. Et ça, c'était quelque chose de très important. Et les médias ont décidé de l'ignorer complètement. Donc vous aviez le droit, le Hamas et Israël signent un cessez-le-feu, le Hamas et Israël négocient, alors que c'était une délégation unitaire palestinienne. Très important. Tout du long, en fait. Oui, tout au long. Pendant toute la période. Toute la période où il y avait des discussions, c'était une délégation unitaire palestinienne avec, au plus haut niveau, les leaders de tous les partis ensemble. Et elle n'était même pas présidée par le Hamas. Et je trouvais que c'était un geste important du Hamas, et c'était un geste important que nous prenions, que nous disions, nous avions les mêmes revendications. La levée du siège n'est pas une demande du Hamas.
Le fait de lier la Cisjordanie à Gaza et le fait d'aller vers un État palestinien libre et indépendant et souverain n'est pas une demande du Hamas. Et la partie agressée n'est pas le Hamas, c'est le peuple palestinien tout entier qui était sous les bombes, qui ne font pas de distinction. Et donc le message était important. Ça s'est gâché tout de suite après la fin de l'agression et cessez-le-feu. On est revenu sur les questions du gouvernement d'unité nationale et sa capacité à opérer à Gaza, sans contrainte. Et ça pose un certain nombre de difficultés avec le Hamas. Et je pense que Israël sentait que ce gouvernement d'unité nationale avait des chances de réussir. Et qu'elle se disait qu'en bombardant comme cela, elle obligerait le Hamas à se retrancher à Gaza. Et une fois retranché à Gaza, qu'il ne voudra pas d'une autre force qui ait une vraie présence. Et puis nous sommes aussi revenus à des discussions politiques. C'est qu'est-ce qu'on fait après ? Sur quelle base ? Et donc maintenant que la date des négociations, deuxième version, s'approche, c'est dans les jours qui viennent qu'on devrait avoir la suite, puisqu'il y avait un mois de cessez-le-feu, puis la reprise des négociations. On entend des voix dire qu'il faudrait que le Hamas négocie tout seul. Il faudrait que le Hamas négocie directement avec Israël. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut faire attention, c'est le piège. Et Israël ne nous a rien accordé dans ses premières négociations, elle ne nous accordera rien dans les secondes. Il faut peut-être y aller, il faut peut-être essayer d'arracher ce qu'on peut, mais il faut surtout poser les conditions nationales et internationales pour arracher les choses à la puissance occupante. La liberté s'arrache, elle n'est jamais un cadeau qu'on vous donne. Et donc, typiquement, une concurrence entre négociateurs et Israël pouvant se balader de l'un à l'autre et jouer l'un contre l'autre, c'est les meilleurs moyens pour avoir des mauvaises négociations, ou vous voulez juste vous assurer que c'est vous qui allez paraffer le mauvais accord en premier. C'est la pire façon d'aller à la négociation. Et donc, un des critères pour nous de la survie de l'unité va être cette délégation unitaire. Est-ce qu'elle va pouvoir de nouveau continuer ? Un deuxième élément, ça va être que le gouvernement d'unité nationale puisse se rendre à Gaza. Et un troisième élément, c'est la réunion du comité de leadership de l'OLP élargi, qui inclut le Hamas et le djihad islamique. C'est les trois critères qui nous feront dire si l'unité a survécu au piège qui lui est tendu par Israël, ou si malheureusement nous avons posé nous-mêmes des conditions de la défaite, alors que la victoire est déjà si difficile à acquérir. Je n'ai pas répondu sur l'eau et le gaz. Le gaz, voilà. Le gaz, je ne m'y connais pas. Je suis désolé. On m'a déjà demandé par Facebook à plusieurs reprises. J'ai dit que j'allais me renseigner beaucoup plus. Donc je suis vraiment désolé. Je ne suis pas certain. On sait qu'on a des réserves en gaz. On sait qu'Israël nous empêche d'en profiter. Il y avait déjà cette découverte des réserves de gaz entre Chypre et Israël qui ont changé les rapports entre les deux pays. Donc ça aura de l'importance, mais ça s'inscrit dans le cadre de vol des ressources naturelles palestiniennes, depuis les nappes phréatiques jusqu'à des puits de pétrole qui seraient peut-être découverts, jusqu'au gaz. Et ce qui est très important pour vous, c'est que deux choses. Gaza a les moyens de sa survie, a les moyens de son développement. Et Gaza est un pays qui est frontalier, qui a un accès à la mer. Gaza il y a des talents incroyables. C'est une mine d'or en termes de ressources humaines qui sont en train d'aller à travers le monde pour fuir la situation à Gaza, alors qu'on a besoin de ces talents-là. Quand on tue 2000 promesses palestiniennes pour l'avenir, c'est priver et la Palestine, et notamment Gaza, de ses perspectives d'avenir. Mais le développement de Gaza dépend de deux choses, bien sûr la levée du siège et la liberté, etc., et le fait de la relier à la Cisjordanie, pour que son développement soit palestinien, pour que la politique, pour que ça puisse servir l'indépendance. Et ces deux éléments, Israël fera tout pour qu'ils ne soient pas réunis. Ni que Gaza puisse boire, ni qu'elle puisse développer, ni qu'elle puisse exporter, ni qu'elle puisse être unie à la Cisjordanie. Donc ça doit être une de nos préoccupations majeures. Nous, c'est comment envisager tout ce qu'on fait pour Gaza en lien avec la Cisjordanie. Et je vais vous donner une idée concrète, parce que j'aime les idées concrètes. Peut-être il est temps d'envisager des jumelages Gaza, Cisjordanie, France. C'est-à-dire que la même commune jumelle les deux et fasse en sorte qu'il y ait des échanges beaucoup plus réguliers entre les deux. C'est symbolique, ça n'a pas un poids énorme, mais c'est petit à petit éviter de consacrer l'idée qu'il y a soit l'un, soit l'autre et qu'on travaille soit dans l'un, soit dans l'autre. Si tu permets, je voulais rebondir sur tes remarques sur les relations internationales, parce que je trouve que on a vécu cet été d'une manière extrêmement frénétique, évidemment, au fur et à mesure de l'agression. Et peut-être on ne s'est pas bien rendu compte de ce qui s'est passé chez nous. C'est-à-dire on a eu le pire du pire dans les premières déclarations de Hollande et de Valls. Le pire du pire. Guy Mollet était ressuscité. On était en 1956 dans la grande alliance franco-israélienne contre les terroristes. Enfin, vraiment, je ne pense pas, enfin, moi, j'ai pas, Jean-Paul non plus, je crois, de mémoire, de position depuis 1967, en tout cas, aussi catastrophique. Plus la tentative d'interdire l'expression populaire. Le seul pays au monde, avec l'Algérie, à avoir tenté d'interdire les manifestations de solidarité avec Gaza, ce qui était extraordinaire quand même.
eh bien, le fait que malgré tout les manifestations aient eu lieu, qu'elles aient été massives, qu'il n'y ait pas eu, mis à part l'affaire de Sarcelles qui pose des vrais problèmes de dérapage significatif, ça a fini par faire bouger aussi bien Hollande que Valls. Et on termine avec non seulement, comme tu le disais tout à l'heure, la dénonciation du massacre et du carnage, suivi le jour même d'une lettre de Roger Kuckerman à Hollande pour le mettre en garde contre ces termes disproportionnés, disait-il, et qui émeuvent les Juifs de France. Mais en plus, on a Fabius qui fait une déclaration disant il faut une paix imposée. Revenant, disons, lui c'était d'ailleurs, il avait pris garde de ne pas se mouiller au début dans les excès de Hollande et de Valls, mais là c'est une déclaration extrêmement importante puisqu'elle revient dans le sens de ce qu'on voulait. Deuxième chose que je voulais dire, il ne faut pas sous-estimer, au-delà du caractère symbolique, les succès qu'on peut remporter avec la campagne BDS. La fameuse entreprise SodaStream, qui a été prise comme cible du mouvement depuis le début, eh bien, elle est en train de fermer ses portes en Cisjordanie parce que ça ne marche plus. Ils ne vendent pas. Les producteurs des colonies qui produisent de la viande et des volailles ont renoncé d'eux-mêmes à exporter vers l'Europe parce que les lignes directrices de l'Union européenne leur posent des problèmes apparemment insurmontables. Donc on a des vraies possibilités non seulement de mobiliser sous forme de manifestation, mais d'avoir un BDS qui donne des résultats. Ce qui me paraît très très important dans les campagnes, qu'on ait des résultats, pas seulement d'affirmer des positions. Encore quelques questions? Je ne sais pas où est le micro. Voilà. Derrière, peut-être, parce qu'on n'a pas... Oui, bonjour. Juste une question. Moi, j'ai un peu de mal à comprendre le concept d'embargo sur Gaza depuis 2006, parce que les frontières sont dans tous les cas complètement verrouillées par les Israéliens. Et je voudrais bien, comme vous avez été diplomate à Bruxelles, comprendre dans quelle mesure l'Union européenne et les États-Unis sont complices et comment on peut tenter d'agir contre l'embargo. Merci. Dans cette zone-là voilà. Oui, moi, j'aurais deux questions. Tout d'abord, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager que, parce que de par la situation, finalement, l'autorité palestinienne n'arrive pas à vraiment fonctionner comme un mouvement de libération réel et forcé à gérer la situation. Et vous avez parlé du volet sécuritaire de coopération. C'est Dayton qui a formé les forces de police américaines, le général américain Dayton. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager une situation où on aurait la paix qui resterait là? Elle a menacé encore de temps en temps, j'en n'y comprends rien, parce qu'elle va négocier, en même temps elle menace de rendre les clés. Donc un jour elle va rendre les clés, l'autre jour elle va à l'ONU. Et est-ce qu'elle pourrait, où la paix resterait, parce que c'est vrai qu'il est difficile d'évaluer les risques si la paix part, et où on aurait un gouvernement en exil, vraiment, l'OLP, qui négocierait sur le plan international, ce qui permettrait aussi de réintégrer les réfugiés dans le décor, parce qu'ils sont totalement oubliés. Je précise que je suis moi-même palestinienne. Et ma deuxième question concerne pourquoi les Palestiniens n'utilisent pas davantage l'argument économique. Vous savez que chaque année, bien sûr, vous savez que chaque année, toutes les grandes organisations internationales, Banque mondiale, FMI, CNUSAD, BIT, font des rapports annuels où les économistes, vraiment, moi je suis aussi économiste, et c'est pas habituel, ils se décarcassent pour donner des tas d'informations montrant comment les obstacles économiques posés par Israël rendent impossible la construction d'un État palestinien. Et vraiment, ils le font, mais de A à Z avec une foule. Ensuite, l'autorité palestinienne a évalué les pertes pour l'économie palestinienne qui sont astronomiques. L'équivalent du PIB palestinien, on a des études là-dessus. Et pourquoi donc c'est 7 milliards de dollars en 2011. C'était l'équivalent 85% du PIB de l'époque et aujourd'hui 1 milliard. Pourquoi ils n'utilisent pas cet argument-là
On n'a pas besoin, dans des conditions normales, nous n'aurions pas besoin de l'aide américaine. J'ai moi-même fait un livre pour une ONG qui n'en a rien fait finalement au niveau diffusion, mais il y aura un colloque au Sénat en janvier là-dessus. Merci. Oui. Encore deux questions. Hein. Ensuite, on... Bonjour. Je voulais vous poser la question suivante. Comment pouvez-vous faire confiance à un Occident dont les gouvernements sont complices du sionisme, ce qui ne permet pas d'avancer pour toutes les négociations, et avec la manipulation et les mensonges des médias perpétrés continuellement depuis le début de l'agression, c'est-à-dire il y a 2 mois et demi, où moi-même j'ai constaté des choses accablantes, notamment sur les réseaux sociaux. L'exemple de la rue de la Roquette pour la synagogue, par exemple, qui... On a tous boycotté, en tout cas pour ceux qui sont résistants. Moi, je me considère palestinienne, même si je ne le suis pas. On a tous boycotté BFM TV parce qu'ils montraient et ils insistaient sur le fait que c'était les pro-palestiniens qui manifestaient, qui ont saccagé la rue de la Roquette, alors que j'ai vu avec d'autres les premières images de la LDJ qui effectivement ont saccagé, qui ont fait peur à la population qui était tout autour, qui ont cassé les tables et les chaises d'un petit restaurant qui était juste mitoyen à la synagogue, et que BFM TV donc, et tous les médias de télévision occidentale, notamment en France, qui refusent les manifestations, ont insisté là-dessus. Donc comment peut-on faire confiance à des gouvernements qui sont complices du sionisme, et notamment Fabius, qui est ministre des Affaires étrangères, et qui, lui, est pro-sioniste et qui va négocier différentes choses. Merci. J'ai une question ici. Comme monsieur est près de moi, je lui donne la parole. Voilà, merci. Merci. C'est Abou Faz Beheshti. Voilà, je vais être court, j'espère. Et je suis professeur en relations internationales. Je vais donner une bonne nouvelle. Voilà, président de l'université Lille 3, il va interdire il m'a suspendu mon cours parce que je parlais sur la géopolitique de Palestine en 1948. Voilà, monsieur Jean-Claude Dupas. Voilà, bonne nouvelle pour vous, les Français. Je ne regrette jamais. Donc, je suis président d'Estène. Pour vous, Palestiniens, pourquoi vous êtes divisés? Voilà. Pourquoi vous êtes divisés? D'abord, je connais les chiffres de corruption chez vous. En tant que je travaille pour l'Europe, en tant que think tank européenne, c'est honteux d'avoir une grande corruption de chez vous. Donc, Hamas, bravo. Pourquoi le Hezbollah a gagné? 3000 personnes de Hezbollah sont sincères. Donc, voilà. Deuxième chose, la géopolitique, c'est une science exacte. L'Israël, ça ne vient pas comme ça pour dire que, voilà. Donc, ce qui se passe dans la région Daesh, c'est la construction des Américains. Je vous dis une chose, je vais finir. Pour vous, les Palestiniens. Donc, je suis iranien, vous devez le savoir. Et monsieur Salim El-Sayer, il est grand professeur de l'université de l'Ixour, donc mon collègue, il m'a appelé à son bureau, il m'a dit, tu es iranien. Et j'enseigne aussi à l'université Paris-Sud. Bon, j'espère que le président ne va pas suspendre mon cours. Il m'a dit que 1982, lorsque les Israéliens ils ont menacé d'attaquer le Liban pour le moment où ça avait été là, le président, qui était son cousin d'Emile Sayer, il a appelé l'ambassadeur israélien et l'ambassadeur américain à son palais. Il est venu à son palais. Donc, je vais non, c'est important parce que si on parle, donc, il est venu à son palais, il a dit voilà, on est de notre côté en tant que phalangiste. Donc, ne permettent pas que les Israéliens nous attaquent. L'ambassade américaine, c'est un bluff. Il n'a pas respecté monsieur le président. Il est parti jusqu'à sa voiture. Ah, c'est un bluff. Donc, 2 jours après, les Israéliens, ils l'ont attaqué. Ne faites jamais confiance à des gens qui sont construits, les Israéliens. L'Israël, je n'ai jamais fait confiance aux Américains. Je suis iranien, je sais comment sont les Américains. Merci. Merci à vous.
Oui, l'embargo sur Gaza. D'abord, l'embargo sur Gaza, vous savez, l'Union européenne a tout de suite appelé à sa levée. Elle a appelé à l'ouverture. Sustainable, unconditional and immediate reopening of the crossings. Donc, immédiate et soutenue et permanente des points de passage. La seule question, c'est une fois que vous avez dit ça et que l'autre partie ne le fait pas, est-ce que vous avez des leviers ou pas? Et l'Union européenne va vous dire, j'en ai pas, alors qu'elle en a plein. Et nous avons déjà dit, Israël nous empêche, nous, de commercer avec l'Union européenne en vertu des accords que nous avons conclus. Comment l'Union européenne accepte qu'un de ses partenaires, Israël, l'empêche d'avoir des relations normales avec un autre de ses partenaires, la Palestine, sans que ça ait d'impact? Et donc l'Union européenne vous a expliqué, je ne peux pas faire des choses. Or, je vais vous dire, elle peut. Il y a toute une série de mesures que l'Union européenne a, qui est officielle, qui va de mesures restrictives à l'égard de personnes, de mesures de limitation d'économie jusqu'à les sanctions. Et je crois que cet été, si je ne me trompe pas, j'en ai vu quelques-unes passer. Aucune fois en raison de ce qui se passait à Gaza. Hein, j'ai bien suivi, à chaque fois, j'avais et l'Union européenne adopte toute une série de sanctions, et l'Union européenne adopte une série de mesures restrictives, et l'Union européenne suspend les négociations sur un accord, et l'Union européenne... J'avais une fois envie de voir en raison des massacres commis par Israël. Et donc, il faut pousser les gens dans leur retranchement. Voilà. L'Union européenne, sur des positions politiques, est très proche des positions politiques palestiniennes parce que nous nous sommes alignés sur le droit international, parce qu'on nous a forcé la main et qu'on nous a amenés sur le droit international. Il faut forcer la main à Israël et l'amener sur le droit international. Il n'y a pas de gens qui viennent comme ça, qui se réveillent. De Klerk ne s'est pas réveillé un jour et s'est dit « je vais libérer Mandela et faire la paix, je pense que c'est ça le projet de ma vie ». Il s'est dit « soit je fais ça, soit ça va être la catastrophe ». Et ça sera la catastrophe pour Israël tôt ou tard. Quand on était en Allemagne récemment et qu'ils nous expliquaient, vous savez, c'est impossible, on ne peut pas, l'histoire, etc. On leur a dit deux choses. On leur a dit, un, votre histoire, la principale leçon de votre histoire, c'est qu'on ne peut pas autoriser les crimes de guerre. C'est pas qu'on ne peut pas autoriser les crimes de guerre contre les Juifs, c'est qu'on ne peut pas autoriser les crimes de guerre contre quiconque. C'est ça la grande leçon de l'histoire allemande. Et le deuxième point que nous leur avons dit, c'est qu'un jour, cet apartheid israélien sera tellement évident que vous n'aurez pas le choix. Donc faites en sorte de ne pas attendre. Faites en sorte de pousser les Israéliens avant. Parce qu'un jour, ce pays sera dans une telle situation que même vous, vous allez être obligé à adopter des sanctions contre ce pays ou complètement vous décrédibiliser et démontrer que vous n'avez rien retenu des leçons de l'histoire, y compris l'histoire sud-africaine, qui elle aussi fait partie de l'histoire de l'humanité, comme l'Holocauste fait partie de l'histoire de l'humanité, comme ce qui s'est passé ailleurs à travers le monde fait partie de l'histoire de l'humanité. Et nous prenons toutes ces histoires au sérieux. Il n'y a aucune que nous ne prenons pas au sérieux. Et c'est pour ça que je pense que les Palestiniens ont toujours eu l'intelligence de ne jamais être dans le camp des négationnistes sur la question de la Seconde Guerre mondiale. Au contraire, les Palestiniens ont tout de suite compris que ça allait faire partie de leur histoire à eux. Ça allait faire irruption dans leur histoire à eux. Et sur l'histoire du gouvernement en exil, qui a été... Pour moi, c'est important d'être sur le territoire de la Palestine. Ça a été le combat des 65 dernières années. Recréer une dualité, là où il faudrait plutôt une unité de représentation, me pose question. Et cette idée même que, par exemple, on a eu tout un débat pour savoir est-ce qu'on devait avoir un gouvernement de technocrates d'unité nationale, c'est ce que nous avons fait parce que c'est ce que le monde veut. C'est le seul moyen d'obtenir la reconnaissance. Ou si nous pouvions faire un gouvernement de coalition. Un gouvernement de coalition, ça veut dire que les partis sont représentés par leurs leaders. C'est-à-dire par des gens que les gens connaissent, par des gens qu'on peut questionner. C'est autre chose. Et on a décidé de faire le gouvernement de technocrates parce que c'était le seul moyen d'avoir une reconnaissance internationale de ce gouvernement d'unité. C'est pour ça que je vous dis, les contraintes internationales qui pèsent sur nous sont incroyables et il faut les faire cesser. Il faut que vous nous aidiez à créer de l'espace pour les Palestiniens pour qu'ils fassent leur choix. Je vais répondre. Je te sens prêt déjà. Non, rajoute pas, c'est déjà beaucoup. Hein. Sur l'argument économique, nous l'utilisons. Mais je vais vous faire une confession, parce que personne de vous ne l'aurait remarqué, on est très mauvais dans la diplomatie publique. Nous avons un grand problème de communication. Merci. C'est gentil. C'est gentil. On essaye. C'est gentil. Mais c'est indispensable. Un mouvement de libération nationale qui ne sait pas communiquer au peuple et aux gouvernants, qui ne sait pas mettre en péril l'argumentaire israélien, qui ne sait pas le contrer, etc., se prive. Donc nous avons tous les chiffres et nous avons toutes les données du monde pour réussir dans cet exercice. Nous n'avons pas encore créé les structures et nous n'avons certainement pas les moyens qu'Israël a mis en place. Mais je vais vous dire un truc très simple. Il n'y a pas de porte-parole du ministère des Affaires étrangères en Palestine. Ça n'existe pas. En Israël, il y en a un par langue. Le Premier ministre a un porte-parole pour lui, le ministère des Affaires étrangères a un porte-parole et les ambassades les plus importantes ont un porte-parole de l'ambassade. Donc c'est toute une structure qui répète les mêmes choses.
Nous, face à la machine, et à mon avis, la machine très vite se coince. On en a marre d'écouter la même rengaine, mais ça marche. Hein, on avait même un exercice avec des Palestiniens. Ils retiennent mieux les arguments israéliens que palestiniens, parce que les arguments palestiniens varient de l'un à l'autre, alors que les arguments israéliens sont martelés. Je vais vous dire, par exemple, un argument qui va nous faire très très mal en Afrique, Boko Haram, sur la comparaison avec le Nigeria et le kidnapping, etc. Ça a eu un impact sur les Africains. On a eu des réunions, c'est impressionnant. C'est impressionnant. C'est pour ça que je vous dis, Israël investit à long terme. Israël réfléchit à long terme avec stupidité, parce qu'elle ne calcule pas que le fait de ne pas vouloir mettre fin à son occupation rend tous ses calculs caducs. Et donc, je pense que nous sommes conscients de ces chiffres. Ne pensez pas que nous ne lisions pas ces rapports, que nous ne les épluchons pas. Mais je pense qu'on a démontré ne pas être capable. C'est comme si vous aviez plein de... Excusez-moi, j'adore les comparaisons militaires, mais il faut vraiment que j'arrête parce que ça fait peur quand c'est un Palestinien qui les fait. C'est comme si vous aviez beaucoup de munitions, mais pas d'armes pour tirer. Donc, on peut s'amuser à jeter les munitions à la main, mais l'impact est très limité. Donc il faut créer les structures. On a un vrai problème de structuration. Et c'est pour ça que moi, personnellement, j'ai toujours été contre l'idée de démanteler de nous-mêmes l'autorité palestinienne. Je pense qu'on manque de structure. L'idée, c'est de libérer l'autorité palestinienne de l'occupation. C'est de libérer l'autorité palestinienne de son accord avec l'occupation. C'est qu'elle va se mettre en confrontation. Si Israël veut la détruire, qu'elle la détruise. Mais que nous-mêmes, nous disions, regarde, on a construit des institutions pendant 20 ans, il serait temps maintenant de les démanteler et de passer à autre chose. Pour moi, c'est au-delà de mon entendement politique. Sur l'Occident et cette question, je dis souvent les gouvernements occidentaux parce que ça correspond à une réalité. Mais je n'envisage pas le monde en Occident et en Orient. La plus belle chose dans la lutte du peuple palestinien, ça a été sa capacité à mobiliser partout. Et je pense que notre capacité à défier dans leur pays les responsables qui sortent de ce que doivent être les valeurs universelles et faire une exception israélienne ou palestinienne selon comment on se positionne, c'est une de nos forces les plus importantes. Et donc, c'est très important dans notre discours, même quand on est déçu de la position des Européens, par exemple, de faire cette distinction entre gouvernement et peuple et de laisser la porte ouverte à d'autres positionnements politiques. Il s'est trouvé que nous, pendant le UN Bid, pendant qu'on allait à l'ONU pour la reconnaissance de l'État, tout le monde nous a dit vous aurez 2 ou 3 voix européennes. On en a eu 14. Et c'est pour ça que la géopolitique n'est pas une science exacte. Je vais vous dire pourquoi. Mais c'est pour ça que je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire... Qui fait I24? C'est vous qui vous défendez. I24, la télévision anglo-israélienne. Qui a fait I24? Vos collègues vous défendez. C'est honteux. J'ai fait I24? J'ai fait I24? J'ai fait I24? Ma position... Ma position... Mais vous faites la conférence de presse à Bruxelles, vous ne faites pas la conférence ici. Restez à votre place. Je vais vous savez, allez-y, Jean-Paul, c'est bon, je vais m'en occuper, ça va. Non, mais vous savez, c'est exactement ça ce que vous savez, moi qui ai la chance de vivre là-bas, nous n'avons jamais attendu de quelqu'un qu'il nous reconnaisse notre palestinienneté. Toute notre lutte a été le fait que nous sommes palestiniens, que nous l'assumons et que nous le vivons calmement. Et on veut toujours nous obliger, à la fois des gens qui se prétendent amis ou nos ennemis, à devoir obtenir un certificat de palestinienneté. Moi, je n'ai pas de complexe identitaire. Je ne vais pas à I24. Je sais que d'autres considèrent qu'ils doivent participer à tous les débats. Je me suis rallié très tôt au mouvement de boycott des investissements sanctions. Et la seule chose que je fais, j'accepte les débats. On a des discussions en interne qui me disent tu ne devrais pas passer devant le porte-parole israélien, par exemple. Et j'ai dit que ma position, c'est que du moment où c'était un débat, c'est idiot de ne pas y être. Ce n'est pas nous en train de s'asseoir et de boire du thé et d'être amis. C'est quand même un espace public qu'il faut combler. Mais par contre, j'ai décidé que je n'irai pas sur les chaînes israéliennes. Ça, c'était ma décision. Je comprends que d'autres puissent décider autrement. Encore une fois, mon obsession n'est pas de taper sur les Palestiniens parce qu'ils font tel choix ou tel choix, ou même sur nos amis parce qu'ils considèrent... Je ne sais pas si j'ai raison. J'ai le droit, après tout ce qu'on a fait, de douter de la négociation peut marcher, la résistance militaire, etc. Douter rend plus intelligent que les certitudes affirmées ainsi. Et je vais vous dire pourquoi la géopolitique n'est pas une science exacte. Parce que vous voyez vos responsables politiques beaucoup à travers le monde essayer de lire le monde comme il va être pour savoir de quel côté se positionner. Ils essayent de lire qu'est-ce qui va arriver. Les peuples et les mouvements de libération ont une autre logique. Ils essayent de faire pencher l'histoire.
Ils essayent d'influencer le cours de l'histoire. Ils ne se disent pas on veut être du bon. Ils veulent que l'histoire soit du bon côté. Ils ne veulent pas être du bon côté. Ils veulent que l'histoire soit du bon côté. Et c'est ça la différence entre nous et certains responsables politiques qui ne sont responsables de rien. Et le dernier point sur lequel je voudrais conclure cette intervention, c'est quand je vous disais qu'il fallait être beaucoup plus agressif dans notre façon sur les sujets. C'est peut-être pour ça que j'ai pris le sujet des prisonniers. C'est un sujet sur lequel les Palestiniens ont toujours été en réserve, et le mouvement de solidarité en réserve, parce qu'on nous disait sécurité, terroriste, etc. Vous ne pouvez pas, comment vous allez expliquer? Et je vais vous dire, partout à travers le monde, dans les mouvements de liberté, pour la liberté, pas seulement contre l'occupation ou le colonialisme, mais même contre la dictature en Amérique latine, ou même dans le mouvement des droits civiques, la solidarité avec un pays, ça a toujours cristallisé autour de la solidarité avec les prisonniers. Parce que la liberté des prisonniers est la condition de la liberté des peuples. Et nous, oser défier Israël sur les prisonniers, oser aller sur le terrain où ils sont les plus à l'aise, le terrain sécuritaire, et leur dire on va imposer le concept de liberté. C'est comme ça qu'on contre une politique. Ce n'est pas en se contentant d'un point qui est l'accès facile, c'est taper sur tous les points possibles, y compris celui qui semble au départ impossible. Et nous avons lancé la campagne de la cellule de Nelson Mandela pour faire ce lien qu'on n'a pas fait pour les prisonniers palestiniens depuis 30 ans ou 40 ans ou 50 ans qui sont emprisonnés. De dire, comme on a libéré Mandela et les prisonniers de l'anti-apartheid, nous allons libérer Marwan Barghouti et les prisonniers de l'occupation israélienne. Et tout le monde, ça a pris 3 ans pour la lancer, tout le monde me disait, Majed, c'est impossible, ça ne peut pas être fait. J'ai l'honneur de coordonner cette campagne, j'ai l'honneur d'avoir été ici à Paris avec Fadwa Barghouti, qui est la femme de Marwan Barghouti, et d'avoir été sur cette scène de l'humanité avec un concert pour la Palestine et le premier concert pour la liberté de Marwan Barghouti et de tous les prisonniers, et d'avoir vu 60 000 personnes ou 70 000 personnes acclamer cette lutte. J'ai l'honneur de vous dire qu'au bout d'1 an, 7 prix Nobel de la paix ont rejoint cette campagne. Jamais, jamais sur n'importe quel sujet de la Palestine, il y avait eu 7 prix Nobel de la paix. Aujourd'hui, les mêmes ont été utilisés pour l'embargo sur les armes. Mais que sur le sujet des prisonniers, on a réussi à obtenir un soutien que nul autre n'avait réussi à obtenir. 15 anciens premiers ministres et anciens présidents. 30 pays dans lesquels la déclaration de Robben Island constitutive a été signée. Et c'est pour ça que je vous dis, les conditions de la victoire sont là, mais elles ne sont pas du tout structurées, elles ne sont pas du tout rassemblées. Et notre travail à nous, c'est de gérer nos points faibles et de voir nos points forts et d'aller à l'offensive. Et je le répète, parce que c'est important, nous aussi on a des moments de fatigue, on a des moments où on ne voit pas très clair. Il faut savoir lire l'histoire comme elle se déploie. Aujourd'hui, Israël est plus isolé que jamais. Elle est plus isolée que jamais. Et la Palestine est plus soutenue que jamais dans le cœur des hommes et dans leur conscience. Les gens sont convaincus que la Palestine va continuer à exister. Quand nous discutons avec les chancelleries et que vous n'êtes pas là, ils ne se préoccupent pas de l'avenir de la Palestine. Ils ont peur pour Israël. Et donc, il y a les éléments qui font que cet isolement puisse aboutir à la paix. Et entre les deux, il y a la liberté du peuple palestinien. Elle n'est pas négociable, elle n'est pas évitable. Et il faut être rassuré et que notre attitude reflète cette certitude. Et je l'ai dit la dernière fois que je suis passé ici. Enfin, et c'est vraiment la conclusion, parce que je le dis toujours, on conclut 5 fois en Palestine. C'est un principe de vie. Je me suis beaucoup demandé pourquoi cette réaction autour de cette intervention. Moi, j'ai beaucoup intervenu dans ma vie. Ce n'était pas la première fois. Ça faisait 10 ans que j'intervenais. Ça n'a jamais eu cet effet-là. Beaucoup de messages de soutien. Et je me suis dit, parce que les gens sont prêts au combat et qu'ils ne voient pas le combat commencer. Et qu'à ce moment-là, ils ont vu un combat. Et ils se sont dit, une fois qu'on mène ce combat, on peut gagner. Le pire, c'est d'admettre sa défaite avant d'aller au combat. Et donc, je vous retrouve pour ce grand combat, pour cette noble cause, et nous aurons l'occasion d'être victorieux ensemble. Merci. Merci beaucoup à Majed Bamia. Je crois que tous ceux qui t'avaient découvert cet été dans ces débats de France 24 et non pas de I24 n'auront pas été déçus. Voilà.